Imaginez-vous au cœur de l'Égypte ancienne, où les secrets des pharaons se cachent sous des couches de sable et de mystère. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage extraordinaire à la découverte de l'un des monuments les plus emblématiques et énigmatiques de l'histoire humaine, le Grand Sphinx de Gizeh. Mais ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais notre compréhension de cette merveille antique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les théories révolutionnaires sur l'origine du Sphinx, examiner les indices laissés par les marques d'érosion surprenantes, et révéler les découvertes stupéfiantes faites dans les profondeurs cachées de cette structure majestueuse. Préparez-vous à être émerveillé par des révélations qui défient les croyances traditionnelles et plongent dans les profondeurs de tunnels secrets, peut-être connectés à une civilisation perdue depuis longtemps. Alors que le soleil se couche sur le désert égyptien, suivez-nous dans cette aventure fascinante où archéologues, scientifiques et historiens unissent leurs forces pour percer les mystères du Sphinx. Est-il possible que ce gardien silencieux des pyramides soit bien plus ancien et cache en son sein les secrets d'une époque révolue? Rejoignez-nous pour lever le voile sur ces énigmes et découvrir les vérités cachées sous les sables de Gizeh, que le Sphinx ait seulement 4500 ans. Oui, absolument. 2500 avant Jésus-Christ, les anciens Égyptiens étaient là, mais je crois qu'ils ont trouvé le Sphinx déjà créé et déjà fortement érodé. Ils ont ensuite resculpté sa tête en une tête de pharaon. Et cette tête, comme Robert Schoch et d'autres l'ont souligné, est bien trop petite par rapport au corps. Cela a du sens si c'était une tête de lion fortement érodée qui a ensuite été réduite en une tête de pharaon, au cœur des sables intemporels de l'Égypte, un mystère aussi ancien que la civilisation elle-même se tient, le Grand Sphinx. Depuis des années, cette merveille archéologique ancienne a captivé les archéologues et les historiens. Dans une avancée monumentale, les scientifiques ont déverrouillé les secrets longtemps cachés du Grand Sphinx. Quels secrets se cachent derrière ce portail ancien? Pourrait-il réécrire l'histoire telle que nous la connaissons? Rejoignez-nous dans un voyage vers l'inconnu alors que les scientifiques percent enfin les mystères de l'ancien Sphinx d'Égypte, des passages cachés et des tunnels interdits. Le Sphinx, un monument ancien, a suscité des débats et des spéculations sans fin au fil des ans. Les légendes parlent de tunnels et de chambres cachées, tandis que les études scientifiques modernes suggèrent l'existence possible d'espaces inexplorés sous et dans le Sphinx. Une caractéristique particulièrement intrigante est un passage interdit à l'arrière du monument, longtemps sujet à une intense curiosité. Ce passage a été découvert pour la première fois par les égyptologues renommés Zahiawas et Mark Lehner. L'excavation a commencé lorsqu'un ancien ouvrier se souvenait d'un tunnel secret près de la queue du Sphinx. Ils ont retiré une seule pierre révélant un passage descendant sous le Sphinx. Pendant 3 semaines, ils ont exploré les profondeurs de ce puits mystérieux, enveloppé de ténèbres. Malgré une recherche minutieuse, ils n'ont rien trouvé de caché sous le Grand Sphinx. L'excavation n'a produit que de la déception. Un tunnel vide, méticuleusement documenté dans un rapport de 16 pages avec une poignée de photographies et d'illustrations, principalement représentant l'entrée et les vues extérieures du Sphinx. Ces images rares et les informations limitées disponibles ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Selon les chercheurs, ils ont fouillé chaque centimètre mais n'ont rien trouvé de caché en dessous. Quelques âmes courageuses ont pris de grands risques pour explorer l'arrière du Sphinx lorsque les autorités étaient distraites. Ils avaient quelques secondes avant de se faire prendre, mais ils ont réussi à capturer quelques aperçus interdits. Les images qu'ils ont capturées montrent un tunnel auparavant inconnu qui monte vers le cœur même du Sphinx. Ces images révèlent un passage barré à l'intérieur du Sphinx, invisible de l'extérieur. C'est un tunnel qui mène vers le haut et vers l'est, suggérant des secrets cachés à l'intérieur du monument ancien. Cette découverte remet en question ce que l'on nous a dit sur l'absence de quelque chose sous le Sphinx. Bien que ce tunnel particulier puisse être une impasse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Ces photos laissent entrevoir d'autres secrets en attente d'être découverts. Elles s'alignent avec les images radar montrant des cavités possibles à l'intérieur du Sphinx dans la même direction que ce tunnel mystérieux barré. Le voyage dans les secrets du Sphinx ne fait que commencer. Ces révélations ouvrent un nouveau chapitre dans notre compréhension de cette merveille ancienne, promettant plus de mystères à percer sous son regard de pierre, dévoiler des mystères anciens, le puits d'Osiris. L'ouverture du puits d'Osiris dans la chaussée reliant le Sphinx à la deuxième pyramide captive immédiatement avec son design complexe, symbole de l'ingéniosité ancienne.
C'est une structure en réseau s'étendant sur 3 niveaux, mélangeant harmonieusement la praticité avec une touche de mysticisme. Le puits d'Osiris s'ouvre avec une merveille d'ingéniosité et de savoir-faire égyptiens anciens. Son design seul est une preuve des compétences remarquables de ses constructeurs. Imaginez la précision nécessaire pour sculpter ces chambres directement dans le roc solide, révélant une compréhension profonde de la structure de la Terre. En entrant, vous êtes accueilli par une ouverture rectangulaire méticuleusement façonnée marquant le début de votre descente. Ce n'est pas seulement un simple trou, c'est un puits vertical soigneusement conçu, plongeant à près de 10 mètres sous terre. Considérez l'effort immense qu'il a dû falloir pour extraire et façonner le calcaire en utilisant des outils fabriqués à partir de pierres et de métaux plus durs, ainsi que l'utilisation de cordes et de supports en bois. Un tel savoir-faire souligne l'expertise avancée en ingénierie des Égyptiens. La chambre initiale, bien que non ornée de décorations somptueuses ou de trésors, dégage une utilité silencieuse. Elle sert d'espace préliminaire, peut-être pour des rituels préparatoires ou des moments de contemplation avant de descendre plus profondément. Cependant, la véritable intrigue vous attend à mesure que vous progressez au 2e niveau. Ici, un autre puits descend de 20 mètres supplémentaires, révélant une chambre plus complexe. Ces puits suggèrent qu'ils ont pu servir de passage pour des enterrements ou de représentation symbolique du voyage vers l'au-delà. Cette exploration plus profonde révèle des couches de mystère et invite à la spéculation sur les rituels et les croyances qui ont façonné la culture égyptienne ancienne. Descendre au 3e niveau et où l'exploration prend un tournant dramatique. Une autre descente dans un puits vous amène à 30 mètres sous la surface. Ici, au cœur de la chambre, repose un sarcophage en pierre substantielle. Ce n'est pas seulement un site d'enterrement, c'est un hommage symbolique à la tombe légendaire d'Osiris. La submersion partielle de la chambre dans l'eau de l'aquifère naturel renforce son aura mystique, évoquant des thèmes de renaissance et de purification profondément enracinés dans la mythologie égyptienne. Chaque niveau de cette structure sert un but distinct et mystérieux. Descendre à son point le plus bas révèle une vue frappante, un grand sarcophage en pierre reposant dans une chambre partiellement submergée dans l'eau. Ici, la scène évoque une représentation vivante de l'au-delà égyptien antique, apparemment fabriquée sous nos pieds. C'est comme s'ils avaient créé leur propre version de l'au-delà, cachée au cœur du plateau de Gizeh. Aller plus loin dans ce niveau révèle 6 puits d'enterrement vides, une découverte surprenante qui laisse les archéologues se demander leur but. Ces puits ont-ils été vidés par des pillards ou ont-ils été intentionnellement laissés vacants? Ce niveau offre un aperçu des pratiques et rituels funéraires anciens, bien que de nombreux détails restent insaisissables. Malgré l'absence d'inscription, une forme de signalisation ancienne qui aurait pu fournir des informations historiques cruciales. Les artefacts éparpillés dans le puits parlent d'eux-mêmes. Des fragments de poterie, des morceaux de vases en pierre et d'autres petites reliques agissent comme des miettes de pain nous ramenant dans le temps, suggérant que le puits d'Osiris date probablement de la période du Nouvel Empire. Enquêter sur le puits est similaire à un travail de détective où chaque indice contribue à dévoiler le mystère de ses origines. Pourtant, parmi les découvertes les plus touchantes, on trouve les restes momifiés découverts dans les petites chambres entourant le sarcophage central. Étudier les grands monuments et temples fournit un contexte historique précieux, mais rencontrer ces restes humains offre une connexion profonde avec les habitants de l'Égypte ancienne. Analyser ces individus préservés offre un rare aperçu de leur vie quotidienne, leurs régimes alimentaires, leur mode de vie et peut-être même les circonstances de leur mort. Notamment, le puits d'Osiris est nommé d'après Osiris lui-même. Osiris n'est pas une divinité ordinaire, c'est le dieu égyptien ancien qui règne sur l'au-delà, la mort et la renaissance. Selon la légende, Osiris a été trahi par son frère Seth, conduisant à une histoire captivante de mort, de démembrement et de résurrection éventuelle qui pourrait rivaliser avec tout scénario de film épique. Sa femme dévouée, Isis, a méticuleusement rassemblé ses restes épars et a effectué des rituels pour le ramener à la vie. La saga d'Osiris est centrale dans la mythologie égyptienne, symbolisant le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Le puits d'Osiris se dresse comme un témoignage tridimensionnel de cette épopée égyptienne ancienne. Au plus profond de ces profondeurs se trouve une chambre submergée dans l'eau, symbolisant l'au-delà. Imaginez-vous face à un sarcophage en pierre monumentale représentant la tombe d'Osiris,
un symbole profond de son parcours à travers la mort et son rôle crucial en tant que souverain de l'au-delà. Mais pourquoi construire un tel lieu? Une théorie intrigante suggère que le puits d'Osiris servait de site pour des rituels d'initiation. Imaginez-le comme un terrain d'entraînement spirituel où les participants subissaient des épreuves symboliques reflétant le propre calvaire de mort et de résurrection d'Osiris. Ces rites n'étaient pas de simples cérémonies. Ils étaient censés transmettre des connaissances cachées et accélérer une transformation spirituelle chez les initiés. Certains spéculent que la conception du puits était alignée de manière complexe avec les corps célestes, reflétant les étoiles associées à Osiris et à l'au-delà. Il semble que le puits ait été conçu comme un conduit reliant la terre aux cieux, une représentation architecturale du voyage de l'âme au-delà de la mort. Ce qui captive vraiment, c'est comment la disposition physique du puits d'Osiris et les artefacts découverts à l'intérieur résonnent avec les textes égyptiens anciens comme les textes des pyramides et le livre des morts. Ces textes éclairent la perspective égyptienne sur l'au-delà, remplie de symbolisme de l'eau, des bateaux et de la signification profonde des sarcophages. Le puits lui-même apparaît comme une interprétation pétrifiée de ces anciens rouleaux, un lien tangible avec les croyances et les coutumes d'une civilisation disparue depuis longtemps, enfermée dans le calcaire du puits d'Osiris, l'évolution du puits d'Osiris. Une entrée du puits d'Osiris est située au sud tandis qu'une autre se trouve au nord. En regardant les photos d'une expédition en 2011 dans le système de puits d'Osiris, nous pouvons observer comment l'entrée nord du système de tunnel a évolué au fil du temps. Sur ces images plus anciennes, l'ouverture principale apparaît comme un trou érodé descendant dans le roc, ne montrant aucun signe de marque de ciseaux. À côté de celui-ci, à gauche, se trouve un tunnel secondaire érodé. À l'époque, l'ouverture principale mesurait environ 1,80 mètres de haut et offrait une entrée dégagée dans le tunnel souterrain. Cependant, aujourd'hui, une grande partie de cette ouverture a été scellée avec un mur de béton. Les images plus anciennes montrent que l'ouverture principale était un trou érodé descendant dans le roc, sans marque de ciseaux visible. À côté de celle-ci, à gauche, se trouvait un tunnel secondaire érodé. La dépression en dessous, vue dans les images plus anciennes, a été remplie de sable, vraisemblablement pour cacher cette entrée nord à la vue du public. De plus, le tunnel secondaire sur la gauche a également été rempli et couvert de sable. Les visiteurs récents du plateau de Gizeh, qui se souviennent du site d'autrefois, notent ces changements significatifs. Ce qui était autrefois un trou béant conspicuex dans la chaussée est maintenant largement caché par le sable et la construction moderne. Le contraste frappant entre le passé et le présent laisse de nombreux visiteurs surpris par les altérations apportées à ce lieu historiquement significatif. Cet effort intentionnel pour obstruer l'accès au site soutient l'idée que le puits d'Osiris n'était pas initialement destiné à une entrée régulière. Il n'y avait pas d'échelle ou d'autres moyens faciles de descendre. Les échelles que nous voyons aujourd'hui ont été installées plus tard par les archéologues. Un autre détail curieux est pourquoi les constructeurs ont choisi d'amener des coffres en granit massif sous terre au lieu de simplement creuser des chambres funéraires dans le roc. L'utilisation de couvercles seulement aurait été une approche plus simple. De plus, les sarcophages sont faits d'un type de pierre différent de celui du puits lui-même et ils ne portent aucune inscription, ce qui laisse perplexe quant à leur véritable but. Le puits lui-même a été taillé directement dans le roc solide, dépourvu de tout travail de pierre qui pourrait aider à dater sa construction. Cette absence rend difficile la détermination de son âge par des méthodes conventionnelles. Les techniques de datation appliquées à ces mystérieux sarcophages indiquent leur antiquité extrême, l'un étant fabriqué à partir d'un type de pierre particulièrement étrange. Une estimation approximative suggère que chacun des sarcophages pèse environ 40 tonnes, un poids considérable à manipuler. Imaginez comment ces objets massifs ont été abaissés par des cordes et maintenus stables défie l'imagination. Peut-être que l'eau dans le puits a joué un rôle dans ce processus. Toute erreur lors de l'abaissement pourrait bloquer l'entrée du puits de manière permanente en raison du poids immense du sarcophage. Malgré le risque, les constructeurs semblaient confiants dans leur capacité à gérer cette opération délicate dans les limites du puits. Sur le mur sud du niveau 2 se dresse un immense sarcophage en pierre noire, sa surface est enduite d'un mince film de bitume, révélant quelque chose d'intrigant en dessous. À un examen plus attentif, une large zone sous le bitume apparaît illuminée en blanc, généralement associée aux métaux. Ce revêtement métallique sous le bitume est principalement composé de plomb avec des traces de zinc,
de fer, de titane et d'arsenic. La présence de ces éléments suggère que la surface de la pierre a pu être traitée ou peinte. Mais le but de cette couche métallique reste incertain, le mystère du sarcophage en dacite. Une caractéristique importante du puits d'Osiris est un grand sarcophage gris situé sur le mur nord, sans doute l'objet le plus intrigant à l'intérieur du puits d'Osiris. Ce qui le rend particulièrement inhabituel est sa composition. Par analyse de diffraction des rayons X, les chercheurs ont identifié le minéral comme étant de la dacite. Ce minéral, la dacite, est sans précédent dans tout autre artefact de l'histoire de l'Égypte ancienne, ce qui rend ce sarcophage véritablement unique. Les géologues qui ont étudié l'Afrique et passé des années en Égypte ont souligné qu'il n'existe aucun dépôt connu de dacite sur tout le continent capable de produire un sarcophage de cette taille. Cette révélation suggère que le sarcophage n'est pas originaire d'Égypte mais a probablement été importé d'au-delà de l'Afrique, peut-être transporté par mer depuis des régions comme l'Europe ou la mer Noire. Pour déterminer son origine exacte, des investigations supplémentaires sur les dépôts de dacite sont nécessaires. La dacite est une roche ignée principalement composée de feldspath et de quartz avec de minuscules cristaux nécessitant un microscope pour identification, lui donnant une apparence terne. Les endroits où les veines de dacite sont connues sont à des centaines de kilomètres du puits d'Osiris. Cette distance souligne les défis logistiques et les coûts immenses impliqués dans le transport d'un tel bloc de pierre de plus de 40 tonnes à travers le terrain désertique sans route directe vers Gizeh. Ainsi, des questions naturelles se posent. Comment ont-ils réussi cela et pourquoi ont-ils choisi cette pierre incroyablement difficile au lieu de se procurer du granit d'Assouan ou du basalte de Fayoum? Si cela a été accompli une fois, pourquoi n'a-t-il pas été répété dans toute l'histoire égyptienne? La découverte de la dacite dans ce sarcophage n'était que le début des surprises. Les recherches ultérieures ont fourni des résultats de datation plaçant le sarcophage à l'époque prédynastique, vers 3350 avant Jésus-Christ. Cette date est environ 850 ans plus ancienne que la période de construction généralement acceptée des pyramides de Gizeh, la plaçant dans l'Ancien Empire et peut-être près d'un millénaire avant l'époque de Khéops et la 4e dynastie. L'avancée dans la datation est venue grâce à une nouvelle technique qui calcule la dernière exposition à la lumière de deux morceaux de pierre pressés ensemble. Cette méthode, développée par le professeur Janus Litus, permet la datation directe des monuments anciens et des artefacts en granit, basalte et grès en utilisant la thermoluminescence optique. Imaginez un bloc de granit avant qu'il ne soit coupé et façonné pour s'intégrer dans un mur. À l'intérieur de ce bloc, imaginez un petit cristal de granit. Ce cristal absorbe des électrons de la radiation environnante dans son environnement. Ces électrons remplissent des trous microscopiques dans le cristal appelé piège à électrons. Lorsque le cristal est brusquement exposé à la lumière du soleil après avoir été extrait du granit, l'énergie de la lumière du soleil fait sortir tous les électrons piégés de leur piège en quelques heures. Le cristal devient complètement dépourvu d'électrons et tous ses pièges sont vides. Ensuite, lorsque l'obscurité tombe et que le cristal est pressé contre un autre bloc de granit, il reste à l'abri de la lumière du soleil indéfiniment. Au fil du temps, les électrons commencent lentement à remplir les pièges à nouveau à partir de la radiation ambiante, un processus qui prend très longtemps. Le professeur Litus a appelé ce processus le blanchiment du cristal de granit par la lumière du soleil. La vidange de ces pièges à électrons peut être comparée à la mise à zéro d'une horloge en pierre. Lorsque le cristal est de nouveau à l'abri de la lumière du soleil, les électrons commencent à remplir les pièges naturellement, redémarrant ainsi l'horloge du cristal. En mesurant le nombre d'électrons dans le cristal à tout moment après sa dernière exposition à la lumière du soleil, les scientifiques peuvent déterminer combien d'années se sont écoulées depuis qu'il a été blanchi par le soleil. Cette méthode permet une datation précise du cristal et, par extension, du bloc de granit dans lequel il se trouve, une quête à travers l'histoire. Graham Hancock est une figure provocante dans les discussions sur les civilisations anciennes. Connu pour ses livres intrigants comme Empreinte des dieux et Magicien des dieux. Ses idées défient souvent l'archéologie traditionnelle, se concentrant sur le concept d'une civilisation avancée perdue dans l'histoire. Selon Hancock, cette civilisation possédait des connaissances en architecture et en mathématiques bien au-delà de ce que nous attribuons aux premières sociétés humaines. Le puits d'Osiris joue un rôle significatif dans les théories de Hancock, vu comme une relique potentielle de cette civilisation ancienne.
Son design complexe suggère qu'il pourrait contenir des indices sur la prouesse technologique et les croyances culturelles de cette société mystérieuse. Hancock spécule que l'âge du puits pourrait dépasser les timelines conventionnelles ou qu'il a été construit en utilisant des connaissances transmises par cette civilisation énigmatique. Hancock propose que l'orientation du puits pourrait signifier une connexion avec des événements célestes ou des constellations liées à Osiris, symbolisant les thèmes de la vie, de la mort et de la renaissance dans la mythologie égyptienne. Les recherches de Hancock impliquent que les monuments égyptiens font partie d'un plan cosmique plus large, chacun contribuant à comprendre notre passé ancien. Le puits d'Osiris, avec ses mystères, pourrait potentiellement dévoiler plus d'informations sur la relation de nos ancêtres avec le cosmos et leur quête de sens spirituel. Les théories de Hancock sont souvent centrées sur des cataclysmes globaux, en particulier ceux déclenchés par des impacts de comètes il y a environ 12 800 à 11 600 ans, durant une période connue sous le nom de Dryas récent. Il suggère que ces événements catastrophiques pourraient avoir conduit à la chute de la civilisation avancée qu'il suppose avoir existé. En examinant l'eau qui remplit les niveaux inférieurs du puits d'Osiris, Hancock voit plus qu'une simple infiltration d'eau souterraine, il l'interprète comme un rappel symbolique des déluges anciens, des inondations épiques qui, selon son hypothèse, ont profondément affecté cette civilisation perdue. Cette eau dans le puits devient un marqueur des inondations globales dévastatrices que Hancock croit avoir façonné l'histoire de l'humanité. Hancock défie les archéologues et les préhistoriens traditionnels en suggérant que de multiples cataclysmes anciens se sont produits, des événements qui ont peut-être laissé des traces non reconnues comme des artefacts fabriqués par l'homme. Il propose que l'investigation de ces phénomènes pourrait révéler de nouveaux aperçus sur notre passé ancien qui ont été négligés ou rejetés. Robert Schoch, un géologue, a introduit une théorie convaincante dans les années 1990 concernant l'âge du Sphinx. Son observation se concentrait sur des motifs d'érosion particuliers autour du Sphinx et de ses environs. Contrairement à l'érosion par le vent et le sable attendu dans le climat désertique de l'Égypte, ces motifs semblaient plus cohérents avec l'érosion par l'eau. Cette découverte suggérait que le Sphinx pourrait avoir été construit bien plus tôt qu'on ne le croyait auparavant. Hancock s'est vivement intéressé à la théorie de Schoch et l'a soutenue depuis les années 1990. La vue établie parmi les égyptologues est que le grand Sphinx date d'environ 4500 ans, bien qu'aucune inscription ne confirme cette chronologie. Cependant, le chercheur indépendant John Anthony West, ainsi que Robert Schoch, soutiennent de manière convaincante que les origines du Sphinx sont bien plus anciennes. Hancock, connu pour défier les récits historiques conventionnels, trouvait la théorie de Schoch fascinante car elle suggère que le Sphinx existait pendant une période où l'Égypte connaissait des précipitations importantes, estimées à environ 8000 à 10 000 ans avant notre ère. L'idée que des précipitations importantes pourraient avoir causé l'érosion que nous observons sur le Sphinx aujourd'hui est à la fois intrigante et controversée. Les archéologues traditionnels ont longtemps daté la construction du Sphinx au règne de Pharaon Khafra, sur la base de son emplacement dans le complexe des pyramides de Gizeh et des comparaisons stylistiques avec d'autres artefacts de cette période. Cependant, Schoch a introduit une théorie provocante remettant en question cette chronologie. La théorie de Schoch suggère que le Sphinx pourrait être bien plus ancien qu'on ne le pensait, peut-être datant de l'ère néolithique, s'il a été construit pendant une période où l'Égypte connaissait plus de précipitations. Cette réévaluation bouleverserait profondément notre compréhension de l'histoire ancienne égyptienne selon la perspective de Schoch. Le Sphinx ne daterait donc pas de l'époque de Khéphren de la 4e dynastie. Au lieu des motifs d'érosion typiques causés par le vent et le sable désertique, le Sphinx présente des caractéristiques distinctes telles que des fissures profondes, des lignes ondulées sur sa surface calcaire et des contours lisses et arrondis. Ces caractéristiques sont typiques de l'érosion par l'eau plutôt que de l'abrasion par le vent ou le sable. Il est notable que le calcaire, matériau dont est fait le Sphinx, varie en dureté selon les couches, ce qui le rend particulièrement sujet à l'usure induite par l'eau. Schoch a remarqué quelque chose de fascinant concernant les motifs d'érosion sur ces couches. Les dommages ne pouvaient pas seulement être dus au vent et au sable, il semblait que l'eau avait joué un rôle majeur. Cette découverte est devenue encore plus excitante lorsque Schoch a examiné l'histoire climatique du désert du Sahara et de la région de Gizeh. Il a découvert qu'entre 10 000 et 5 000 avant Jésus-Christ, cette région n'était pas un désert aride comme aujourd'hui, mais plutôt humide en raison d'une période connue sous le nom de phase subpluviale néolithique. Cette période a apporté beaucoup plus de précipitations,
transformant la région en un paysage verdoyant et riche en eau. Il est maintenant temps de parler de la découverte d'une trappe secrète au sommet du Sphinx. Au cœur du Caire, parmi les rues animées et les mystères anciens, se dressait le grand Sphinx de Gizeh, son regard calcaire usé fixé sur l'horizon depuis des siècles. Sa présence énigmatique a longtemps suscité l'imagination des historiens et des aventuriers. Cependant, ce n'est que récemment qu'une équipe de scientifiques courageux a fait une percée qui allait bouleverser le monde. Une expédition dirigée par un archéologue renommé a enfin ouvert la trappe longtemps cachée au sommet de la tête du Sphinx, une trappe dont les secrets ont captivé les érudits pendant des générations. Alors que le soleil égyptien montait haut dans le ciel, projetant des rayons dorés sur les sables du désert, l'équipe s'est rassemblée autour de l'ancienne structure, l'anticipation palpable dans l'air. Avec un mélange de peur et d'excitation, ils ont soigneusement déverrouillé la trappe. Elle s'est ouverte en grinçant, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité.